Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, Monsieur le Conseiller, Monsieur le Bâtonnier, Madame le Bâtonnier, chers maîtres, chers collègues, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, il me revient l'honneur de vous souhaiter à tous la bienvenue. Alors je n'ose dire à la faculté de droit de Chambéry, puisque exceptionnellement nous empruntons les locaux de la Cour d'appel, et plus précisément cette salle des audiences solennelles. Alors certes, nous entretenons de très bonnes relations avec les magistrats de la Cour, mais de là à dire que nous sommes chez nous, il y a un pas que je ne franchirai pas. Alors, l'organisation de cette manifestation scientifique, qui se déroule sur 2 journées, doit beaucoup au travail des collègues de la faculté et de son personnel administratif. Je tiens à remercier plus particulièrement et publiquement Madame le professeur Geneviève Pignard, qui a dépensé sans compter son énergie, et on sait tous qu'elle en a beaucoup, pour l'organisation de ces journées d'études. Merci à toi, Geneviève. Merci également à l'équipe de direction du laboratoire CEDEPOC, messieurs les professeurs Brun et Joie, qui ont très largement soutenu cette initiative. Le laboratoire a assuré par l'intermédiaire de son assistante, Madame Alain Margot, la logistique importante, lourde, inhérente à l'organisation d'une telle manifestation. Alors bien sûr, je tiens également à remercier, et naturellement, nos partenaires privilégiés, les magistrats chambériens, et plus particulièrement ceux qui nous accueillent aujourd'hui dans leurs locaux, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général. Remerciements également aux nombreux avocats qui nous soutiennent par l'intermédiaire de leurs bâtonniers, et en particulier le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Chambéry. Remerciements à la Chambre des notaires des Savoies qui nous appuie aussi bien dans nos formations que dans l'organisation d'événements de cette nature. Vous le voyez, le droit en Savoie a un sens et présente une vraie cohérence territoriale dans son enseignement, dans son exercice et dans sa diffusion scientifique. Notre présence à la Cour aujourd'hui est à ce titre hautement symbolique. Alors venons-en au thème qui nous anime aujourd'hui. Le droit des obligations d'un siècle à l'autre dialogue autour de la réforme du titre 3 du livre 3 du Code civil. Alors, le programme est particulièrement dense et il n'est pas du tout certain que ces 2 journées qui s'annoncent pourtant intensives au regard du programme épuisent un sujet dont on parle depuis un moment déjà. La réforme du droit des contrats s'est fait attendre, vous le savez, mais elle est là. Et il est plus que naturel que les membres spécialisés du Centre de droit privé et public des obligations et de la consommation de Chambéry s'emparent de cette question en invitant d'éminents chercheurs dont la présence aujourd'hui nous honore. Alors, simple toilettage, codification du droit positif, nouvelle définition, renouvellement de la philosophie du contrat et de son caractère normatif, nouvelle approche de la validité du contrat, la cause a-t-elle vraiment disparu? Où sont passées les bonnes mœurs? Les droits fondamentaux ont-ils tout supplanté? L'économie du contrat s'impose-t-elle? Autant de questions, parmi d'autres, qui pourront être abordées au cours de ces journées. Mais, à l'évidence, vous le savez, notamment les étudiants, le décor doit être planté par un vrai spécialiste de la question que je ne suis pas. Et donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Geneviève Pignard pour le rapport introductif, en vous renouvelant mes remerciements au nom de la faculté de droit de Chambéry et en vous souhaitant une excellente analyse de cette réforme. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chères étudiantes et étudiants, chers toutes et tous, le colloque qui nous réunit aujourd'hui pourrait apparaître comme le 1e colloque consacré à la réforme du droit des obligations. Pourtant, il est empreint d'une authentique marque de fabrique et d'un double patronage. La marque de fabrique, c'est celle du CEDEPOC, le laboratoire de recherche, centre de droit privé et public de la consommation et des obligations. Marque de fabrique du CEDEPOC, de sa solide et belle tradition de colloques, journées d'études, capable de réunir à Chambéry les meilleurs civilistes en droit des obligations, comme en atteste parmi nous la présence de ses directeurs successifs, ainsi que de nombreux intervenants, membres, amis, soutiens, animateurs et défenseurs de nos recherches doctorales au sein de notre laboratoire. Un double patronage, ensuite. Le premier,
c'est celui du doyen Carbonnier. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de réfléchir sur l'élaboration d'un projet de réforme, mais au travers d'un prisme bien particulier, celui de la légistique. Et s'il est un jurisconsulte passé maître en l'art de cette science normative, comme en bien d'autres au demeurant, c'est bien le doyen Carbonnier. C'est donc la loi, celle du Code civil, la loi comme le signe du droit, qui a retenu notre attention, ce qui pourra, je l'espère, éclairer d'une part le plan que nous avons suivi pour ordonnancer pendant 1 jour et demi les interventions groupées autour de ce que Christophe Jamin a appelé ce retour en force du législateur. Cela pourra aussi expliquer, d'autre part, les choix qu'inéluctablement nous avons été amenés à effectuer, tant dans le contenu substantiel des interventions que dans la méthodologie qui a été suivie. D'un Poitevin de renom à l'autre, le chemin n'est pas long. Le second patronage est donc celui de Gérard Cornu. On se souvient qu'en 1976, lorsqu'il professait son enseignement de droit des obligations en DEA, Gérard Cornu a dispensé un cours qu'il avait intitulé « Regard sur le titre 3 du livre 3 du Code civil, essai de lecture d'un titre du Code ». Or, c'est précisément sous la bannière de ce titre 3 du livre 3 que nous avons voulu placer nos journées en nous inspirant de ce grand visionnaire qu'il a été voici déjà presque 40 ans. Mais comparaison n'est pas raison. Le titre 3 du Code civil n'est pas exactement structuré de manière identique au futur titre 3 tel qu'il se présente dans le projet d'ordonnance. Le titre 3 des légers Ferrinda envisage en effet exclusivement les sources d'obligation, laissant à un titre 4 le soin de régler les questions relatives au régime et à un titre 4 bis celles relatives aux règles de preuve. On l'a donc compris, c'est au bénéfice de cette similitude formelle que, clin d'œil malicieux à l'histoire, seront exclusivement étudiées dans ces 2 jours les sources d'obligation. Et dès lors, tout s'éclaire et s'ordonne dans le jeu de ces sources du futur titre 3. Sa structure et son plan parlent pour lui. Est-ce le fruit de l'empreinte du travail doctrinal? En tout cas, différemment de ce que prévoit le Code civil, la structure et le plan du futur titre 3 se présentent à l'instar de ce que l'on pourrait trouver dans un manuel de droit. Le contenu est-il aussi savant? On le verra au cours de ces 2 jours. En tout cas, il est découpé en sous-titres, chapitres, sections, paragraphes. Et ce titre 3 qui nous intéresse contient, quant à lui-même, 3 sous-titres, d'inégale importance et d'inégale valeur. Un sous-titre premier consacré au contrat, à tout seigneur, tout honneur. Un sous-titre 2 consacré à la responsabilité extra-contractuelle, cette mémorable vieille dame, mais à peine prononcer son nom, celle-ci s'évanouira du champ de nos propos. Pourquoi? Parce que sous ce titre 2 intitulé « Responsabilité extra-contractuelle », précisément, il se voit réduit à sa plus simple expression. Il est en effet écrit que ce sera ici la reprise à droit constant des articles 1382 à 1386-18 de notre actuel Code civil. Vient enfin un sous-titre 3e qualifié les autres sources. Que recouvre cet intitulé? Ces autres sources sont traitées, pourrait-on penser de prime abord, un peu de manière résiduelle, et Jean Carbonnier dirait à regret, comme à regret. Ce qui nous ramène d'ailleurs à ce savant professeur. En effet, Jean Carbonnier nous ramène à la légistique, lui qui, dans son traité d'introduction à l'étude du droit, considère que 3 grandes étapes marquent le processus d'élaboration de la loi en légistique. Il y a d'abord le souhait d'une loi nouvelle, souhait et désir donc de changement de loi. Il y a ensuite
Dans une seconde étape, la nécessité de penser au contenu du changement. Enfin, quand le contenu de la loi est pensé, ce sera le troisième mouvement, il importe alors de l'écrire par le truchement de sa rédaction. Voilà quels sont les trois mouvements que je vous propose de suivre et qui accompagneront cet après-midi, nos débats de cet après-midi et de la journée de demain. Souhaiter réformer un titre du Code, telle est bien l'offre de loi qui se présente à nous. Mais pourquoi? En effet, vouloir réformer le titre 3, la surprise de prime abord est grande. Est-il opportun de réformer un titre à qui ses rédacteurs avaient promis l'éternité? Un titre dont les racines, plus que millénaires, un instant de vertige, nous dit Gérard Cornu, s'ancre dans le droit romain, dépôt sacré du juste et de l'injuste. Un titre, plus tard poli, par Domat et Potier, un titre matiné par les codificateurs à l'aune des principes qui sont dans la raison et le cœur de tous les hommes, j'ai nommé les principes de droit naturel. Un titre en effet qui, plus que tous les autres, tenait de ces principes de droit naturel. Ainsi, on croit entendre Bigot préameneux proclamer l'immense et précieux dépôt qui contribuera à la civilisation du globe entier, un dépôt dans lequel toutes les nations policées se félicitent de reconnaître la raison écrite. Version idyllique et monumentale que constituait au sein de l'œuvre le titre des contrats, ceci pourrait expliquer que ce titre, comme le dit Gérard Cornu, qui, quoique le plus étendu et le plus compliqué du Code civil, soit demeuré, formellement tout au moins, presque intact. En effet, dans le mouvement de refonte générale du Code, entrepris maintenant depuis quasiment 50 ans, mouvement de refonte d'une exceptionnelle ampleur, le titre des contrats et des obligations en général est totalement resté à l'écart jusqu'à aujourd'hui. Alors, était-ce un esprit intemporel qui soufflait sur cette loi civile? Retracer l'esprit de la loi, dans un pays de droit écrit comme le nôtre, suppose de narrer son histoire avant que de se pencher sur la loi inscrite dans le Code. Savigny, père de l'école historique, affirmait que l'histoire était l'unique voie par laquelle nous pouvons parvenir à la véritable connaissance de notre droit. Si ce n'est l'unique voie, c'est en tout cas une voie essentielle. Le droit n'est-il pas inexorablement attaché à son histoire? Il reviendra donc à notre très estimé collègue David de Roussin, spécialiste s'il en est d'histoire du droit des obligations, qui ne connaît en effet son précieux ouvrage qui est consacré. Il lui appartiendra donc d'opérer cette généalogie du titre 3 du Code civil, en l'absence de laquelle ce titre ne pourrait se comprendre. Retracer l'esprit de la loi dans une nation inscrite dans la famille juridique romano-germanique, c'est aussi contextualiser cet esprit, envisager de le situer par rapport aux codifications d'ici et d'ailleurs. Et l'on pense ici à l'Europe. Notre collègue Mircea Bob, malheureusement frappé d'un accident de dernière heure, ne pourra être parmi nous cet après-midi, mais ses écrits seront publiés avec nos actes. Eh bien, notre collègue Mircea Bob nous aurait attiré notre attention sur donner le point de vue d'un romaniste, et rejoignant ici Madame la directrice des affaires civiles et du Sceau, qui dans ses propos soulignait que la modernisation du droit français des contrats supposait nécessairement que le droit nouveau s'inspire des symphonies contractuelles européennes via les codifications récentes et les projets d'harmonisation européenne du droit des contrats. C'est peu dire, en effet, que l'environnement économique européen et international a changé depuis 1804. De véritables séismes politiques, philosophiques, technologiques de toutes sortes ont fortement secoué les convictions et ressorts des édifices juridiques en France et ailleurs. Certains pays ont profondément modernisé leurs droits des obligations. Des modèles européens internationaux circulent. Face au mouvement du droit et de la vie, le Code civil ne pouvait rester figé.
Il ne correspondait plus aux besoins nouveaux. Pouvait-il raisonnablement encore assurer son rôle fondateur de droit français des contrats? Gérard Cornu, en 1976, toujours lui, l'a exprimé dans un langage dont lui seul a le secret. Que le législateur, hélas, ne puisse s'exprimer dans sa langue, c'est notre regret. Il dit « L'idée s'ancre que le progrès vient et ne peut venir que du droit spécial. Tout se passe, en effet, comme si la première source, le droit spécial, pouvait seul assumer dans notre société la fonction de renouvellement et d'adaptation, et comme si la vieille théorie générale, celle qui nous intéresse pendant ces 2 jours, usée, épuisée, inanimée, incapable d'inventer, n'avait plus rien à dire, ayant perdu tout pouvoir de nous surprendre et de s'adapter à un droit abstrait, figé, rétrograde, archaïque ou désuet. Et s'il fallait trouver un écho à cette métaphore, il suffirait de citer la situation évoquée par les classements Doing Business, avec les contre-coups et les chocs qu'ils ont entraînés dans la prise de conscience. Cela suffirait à asséner un coup de grâce. Les racines de la loi se nourrissent des valeurs qui la sous-tendent. Que sont dès lors devenues les valeurs promues par le Code? Comment faire leur généalogie? Pour répondre à une question aussi complexe, 3 de nos excellents collègues, mousquetaires zélés et enthousiastes du droit, j'ai nommé Christophe Kayzel, Joanne Lebourg et Clément Lebidaud, s'interrogeront sur le destin des valeurs véhiculées par le Code. Ce Code est-il toujours un Code spiritualiste plus que matérialiste? S'agit-il d'un code bourgeois, comme André Jean Arnaud, c'est plus à le démontrer? L'esprit foncier du Code civil est-il toujours celui qui anime nos transactions? En effet, épris de droit naturel et conçu sur le modèle du contrat de vente, à l'image d'ailleurs de l'ensemble de la structure du Code, tourné autour des différentes manières dont on acquiert la propriété, le titre 3 du Code civil était adapté, oui, aux projets et aux ambitions du législateur de 1804 pour un propriétaire terrien, héritier de la Révolution française, mais nettement moins à la société économique et politique de 2015. C'est la raison pour laquelle on ne sépare pas une équipe qui gagne. Ce talentueux trio confrontera son regard à celui porté par l'irremplaçable Delphine Sassoulas, qui va porter un regard nuancé, moins usuel, plus moderne, mais non moins vrai, qui amènera notre prometteuse et jeune collègue à analyser les valeurs de solidarité et de loyauté telles qu'elles peuvent apparaître dans une certaine jurisprudence de la Cour de cassation et valeurs qui font contrepoids à celles plus libérales que l'on prête traditionnellement au Code civil. C'est donc ancré sur ces valeurs qu'une offre de loi peut s'élaborer. Mais encore faut-il qu'elle réponde aux besoins sociaux de loi. Le droit des contrats est pluriel dans ses sources, divers dans ses questionnements, dans ses valeurs et dans ses objectifs. Et ce droit des contrats s'adresse prioritairement aux professionnels chargés de l'appliquer. Ce sont eux qui ressentent le plus fortement l'incomplétude, l'obscurité des textes. Ce sont eux dont les rédactions sont attendues. Souhaitaient-ils cette réforme? Ne se seraient-ils pas accommodés du droit positif existant? Quelles sont leurs inquiétudes, leurs espoirs, leurs déceptions? Ce seront des regards croisés de différents professionnels, avocats, magistrats, notaires, représentants différentes organisations professionnelles qui seront réunis en table ronde et qui apaiseront nos interrogations. Ils vont opérer sous la houlette de nos excellents collègues Hélène Claret et Michel Farge, spécialistes on ne peut plus talentueux et réputés du droit des contrats internes comme européens et international, et qui sont dans une écoute attentive du droit vivant qui monte de la pratique. Le besoin social de loi a été évalué. L'offre de loi cernée, son esprit mesuré, le décor historico-comparatif bien planté, le temps peut venir de penser la substance de la loi nouvelle.
Et une bonne nuit de répit et de repos, nous l'espérons, vendredi matin, demain matin donc, sera un moment idéal pour réfléchir aux notions que devra contenir le futur titre 3 du projet. En effet, les notions du titre 3 devaient être toilettées, repensées. Ce titre 3 n'est-il pas de la vie unanime devenu une coquille vide? Le Code civil n'est plus la source principale du droit des contrats. C'est un poncif aujourd'hui de dire que le droit commun se trouve ailleurs, et cela, aussi bien qu'il s'agisse des sources légales extérieures au Code, comme de l'essentiel des décisions de jurisprudence de ces 30-40 dernières années. Ce titre 3, dans sa partie consacrée au contrat, s'ouvre sur des dispositions préliminaires, lesquelles, après avoir défini le contrat, on va en reparler, énoncent les principes fondateurs de l'activité contractuelle. Nous sommes ici au cœur de règles primordiales. Je pense en particulier au principe de liberté contractuelle, la sacro-sainte liberté contractuelle, jusqu'alors consacrée nulle part dans le Code civil, tout au plus déduite à contrario de l'article 6 du Code, bien qu'elle ait acquis aujourd'hui une valeur constitutionnelle, liberté contractuelle qui devient, aux côtés de l'irréductible bonne foi, un principe général. Voilà des vertus directives, vertus qui vont insuffler à l'interprète des voix qui sont porteuses de l'esprit de la loi. À ce stade, on peut dire que le projet codifie à droit constant bien des avancées jurisprudentielles, à quelques exceptions près, on le verra peut-être au cours de ces jours. Mais des avancées jurisprudentielles, oui. Un exemple emblématique entre beaucoup, je songe au devoir d'information que depuis 40 ans, la Cour de cassation impose à tous les stades du processus contractuel. Le projet comporte aussi également bien des innovations. Notre doyen Jean-François Dreuil en a évoqué un certain nombre. Évidemment, la cause qui disparaît formellement, on le verra, et qui est remplacée par le contenu du contrat, consécration de la règle de la renégociation conventionnelle pour imprévision, qui est fondée sur le devoir de bonne foi. Les notions sont très nombreuses, la matière est immense. Je ne vais pas ici vous décliner un catalogue qui n'aurait pas le charme ni la poésie d'un inventaire à la Prévert. Retenons simplement que, face à la multiplicité de ces notions, nous avons été contraints de faire des choix. On ne pouvait parler de tout. Aussi, nous avons choisi de mettre l'accent sur un certain nombre de nouveautés principales, selon nous, avec un regard bien particulier. Nous sommes tournés vers l'horizon que nous avons choisi, les sources des obligations. En tout cas, les sources évoquées par le futur titre 3 du livre 3. Et à ce stade, la distinction tombe binaire, tel un couperet. Le contrat d'abord, les autres sources ensuite. Le contrat d'abord. La définition du contrat figurera en principe demain toujours à l'article 1101. C'est peut-être le seul article qui ne changera pas de numéro. Il conserve son numéro dans le futur projet, mais son contenu change substantiellement. En effet, l'actuel article 1101 contient la définition que les lois romaines donnaient de l'obligation. La nouvelle définition, quant à elle, se coupe de cette tradition. Le dénominateur commun des sources d'obligation n'est plus seulement la création d'obligations, mais la création des faits de droit, sur lequel le projet reste au demeurant très diffus, mais sur lequel le projet rend un hommage vibrant à Pascal Ancel, qui a forgé cette conception et cette définition du contrat, que nous avons la chance d'avoir parmi nous. Parlant du contrat et non plus de la convention, le projet adopte une conception élargie de sa notion. Il pourrait, ce faisant, consacrer implicitement l'adhésion du législateur aux multiples effets de la force obligatoire et rendrait désormais sans objet la distinction entre contrat et convention, comme le suggérait judicieusement un de nos jeunes intervenants, Nicolas Clément. Et quel devenir pour cette notion élargie du contrat? Le projet témoignerait-il d'une conception renouvelée, moins fondée sur la volonté de celui qui s'engage que sur l'attente de celui vers qui
l'on s'engage? Comment situer le rôle des parties dans la détermination du contenu de la loi contractuelle, sachant que la distinction nouvellement introduite des contrats de gré à gré et des contrats d'adhésion possède des traits qui ressortissent à la conception même du contrat, comme le souligne judicieusement Thierry Revé. Il faudra donc pas moins de deux géants du droit, Pascal Ancel et Philippe Jacques. Deux géants du droit ayant percé les mystères de la force obligatoire et du contenu obligationnel pour s'interroger sur le devenir du contrat à partir de la définition qu'en pose le projet. Envisager le contrat ne peut se concevoir sans aborder sa phase d'exécution. Faire du contrat un instrument de liberté et de responsabilité, permettant aux individus et aux agents de la vie économique de répondre avec un maximum de souplesse et d'efficacité à l'infinie diversité des situations et des besoins, tel est, me semble-t-il, l'esprit qui imprègne l'inexécution et ses conséquences faites toutes de rupture et de continuité. Que révèlent les nouvelles dispositions sur la notion de contrat envisagée dans sa durée? Les dispositions sur l'exécution en nature ne promeuvent-elles pas une conception du contrat dans le marché? Comment interpréter ce souci de prévention des difficultés par la possibilité d'avoir recours à l'exception d'une exécution par anticipation? Que penser encore de l'unilatéralisme dans la possibilité et la prérogative, à vrai dire, de mettre fin unilatéralement au contrat? Vous l'avez deviné, il faudra toute la sagacité de nos talentueux collègues Marianne Forabad et Olivier Gou pour retracer avec subtilité comment l'on est passé de sanctions disparates à des remèdes groupés autour d'une conception, on verra si nous dirons demain anglo-saxonne, de l'utilité du contrat. L'alchimie du projet dépasse la seule matière du contrat. Oui, le contrat va être redéfini, mais il faut aussi dépasser le contrat. Ainsi, le nouveau titre 3 traite-t-il des autres sources? Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Les autres sources. Si l'on se fie à la lettre, bien fort sera celle ou celui qui percevra derrière ce laconisme d'autres sources que le quasi-contrat décliné en trois espèces distinctes. À moins que, sous cet intitulé généraliste et pluriel, il faille envisager des sources qui existent, mais dont le texte ne parle pas. Ces autres sources, d'ailleurs, gagnent d'une certaine manière en promotion par rapport au projet précédent qui les traitait avec le régime. Mais cela suffit-il à leur conférer leur lettre de noblesse? On le devine, la discussion autour de ces Variae Causarum Figurae promet d'être dès lors passionnante. Nicolas Clément, en chercheur averti sur les sources d'obligation et enfin logicien de leur classement, ouvrira le feu de la discussion en se livrant à la difficile opération de délimitation du champ d'application de ces autres sources. Que la notion de quasi-contrat soit la seule à être envisagée littéralement ne signifie pas qu'elle soit la seule envisageable. La catégorie est ouverte. Elle peut, comme en droit romain, abriter d'autres figures, des hypothèses non prévues, mais non exclues et donc concevables. On laissera ici la place à l'imagination créatrice, celle en l'occurrence d'une jeune docteure, Montare Fatissalo, qui a découvert une nouvelle catégorie de normes, plus précisément un rapport normatif précontractuel au point de jonction, elle nous l'expliquera, entre les précontractants d'un rapport normatif qui défie les autres sources d'obligation. Et donc il va appartenir à cette savante et opiniâtre chercheuse de nous confirmer les mérites de cette consécration doctrinale en nous disant si cette consécration sort affermie ou amoindrie des nouvelles dispositions relatives à la période précontractuelle dont la densification normative paraît incontestable. Le contenu des notions évoquées reste à écrire la loi, à la façonner, à en effectuer la réalisation. Il va s'agir d'opérer la réforme du titre, ce sera l'objet de nos débats du vendredi après-midi.
Nicolas Molfessis nous dit « Au chevet de la réforme, on entend respirer l'époque. Nous sommes en phase d'écriture législative. Comme cela s'est produit au demeurant lorsqu'il s'est agi de réformer le droit de la filiation en 2004. Le gouvernement a été habilité par le Parlement pour légiférer par voie d'ordonnance. Cette écriture inscrite au cœur de la méthode va conditionner le devenir de la loi. Et d'abord, quelle a été la méthodologie de la réforme? À suivre de bons esprits, Sébastien Pimon pour ne pas le nommer, on considérera que, je le cite, la nécessité politique d'une réforme est articulée autour de la réaffirmation d'une philosophie codificatrice, à savoir l'idée selon laquelle il faut, s'agissant du droit des obligations, modifier la forme du droit. Cette méthodologie doit être, selon Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, irréprochable quand on modifie le code civil à ce niveau de substance. Nous irons vite, a-t-elle ajouté, courage réformateur. On touche à quelque chose de sacré. Nous aurons ainsi la chance de savoir au plus près, avec Madame Charlotte de Cabarrus, qui est directrice du Bureau de droit des obligations à la Chancellerie, comment le projet a été élaboré et quels sont ses objectifs. Le texte a fait l'objet d'une large consultation publique dont on ignore, hélas, encore à ce jour, les retombées, puis d'une consultation interministérielle et d'un ultime ajustement avant de déposer le projet aux fins d'une ratification dédiée ou afin qu'il y ait un débat parlementaire comme l'exprimait Madame la garde des Sceaux très récemment. Ne nous y trompons donc pas. Ce projet n'est pas sorti des bureaux du ministère ex nihilo, tout harmoné comme Athéna qui sort du casque de Jupiter. Non, des travaux importants ont précédé le projet d'ordonnance. Le législateur ne s'apprête pas à changer d'un coup le droit applicable. 4 projets au moins répertoriés officiellement et parfaitement ficelés, si vous me permettez cette familiarité, ont précédé l'avant-projet. Et quelle opinion les auteurs portent-ils sur cette nouvelle mouture du titre 3? N'y a-t-il pas le risque, avec cet avant-projet, de voir finir une période où le droit civil des contrats trouvait ses sources dans une sorte de création spontanée, laissant une très large part à la jurisprudence, mais aussi à la doctrine? Une réforme faite par les professeurs de droit? En somme, peut-on parler de ce pouvoir doctrinal que certains ont utilisé? La langue du projet porte-t-elle l'empreinte de la patte doctrinale pour porter ce double regard, favorable et critique, sur cette méthodologie du projet? Nous aurons 2 sommités du droit des contrats, Denis Mazot, proche du Panthéon et au sommeil Portalis, Sébastien Pimon, poitevin de formation, et le label suffit par lui-même à dire ce qu'est notre collègue. Tous deux nous parleront de l'important travail doctrinal dans l'écriture du projet. Quelles sont les idées que les auteurs ont souhaité faire passer? Ce qui relie l'écriture de la loi à son devenir, c'est l'interprétation. Dans l'un de ces inévitables pour aller plus loin qui figure à la fin de chaque chapitre de ces traités, Jean Carbonnier, avec humour, nous dit au mot interprétation, forme de désobéissance intellectuelle. Comment les différents interprètes du droit vont-ils dès lors faire vivre ces nouveaux textes? Telle est l'interrogation qui va s'imposer à nous. Autant de perspectives, de prospectives, et qui promet des dialogues on ne peut plus féconds. Et que fera le juge en premier lieu? Les compteurs vont-ils être remis à zéro? Apparemment, le texte de la réforme lui laisse une place très importante. Le recours au standard, les formules souples et concrètes, prix excessif, abus de faiblesse, le raisonnable, exécution excessivement onéreuse, le contrôle de la proportionnalité, etc., etc. Autant d'éléments de nature à accroître les pouvoirs du juge. Nicolas Molfessis le soulignait, la jurisprudence invite à la réforme du droit des contrats et y gagnera en retour l'enrichissement que le dialogue avec la loi permet et favorise. Un dialogue qui ne peut avoir lieu lorsque la loi se dérobe ou se soustrait à son époque.
Ce pouvoir n'est pas nouveau. On le sait depuis plus d'un siècle maintenant. Notre système est mi-légal, mi-prétorien, et la jurisprudence est une autorité décisionnelle, créatrice de règles. C'est donc à ce travail herméneutique, subtil et raffiné, que vont se livrer simultanément l'école et le palais. L'école, c'est l'incomparable Mustapha Mekki, qui éclairera ce regard en s'appuyant sur trois grandes figures mythiques du juge, Jupiter, Hermès et Hercule, figure du juge dans ses relations avec le législateur, théorisée par François Host. Avec M. Philippe Greiner, président de la première chambre civile de la Cour d'appel de Chambéry, nous bénéficierons de la prudentia et de la sagesse du magistrat, soucieux de discerner parmi les interprétations possibles celles qui pourraient fonder à l'avenir son office. L'expertise du praticien sera ensuite nécessaire. La pratique notariale se trouvera-t-elle changée du fait de la réforme? Quelle nouveauté pour les rédacteurs d'actes? Maître Jean-Yves Camoz, notaire et directeur de Centre national de l'enseignement professionnel notarial, pèsera pour nous, en homme de loi avisé, la balance des intérêts entre différents protagonistes, saluant et critiquant les véritables innovations du projet. L'importance du travail doctrinal est énorme. On pense à ce mot de Jaubert, avocat de la fin du XIXe siècle, qui disait « Les Français ont eu eux aussi leur Papinien ». En vérité, l'œuvre des jurisconsultes est indénommable. Domat, Brottier, de Molon, Toulier et tant d'autres, tout cela est immense. Mais dès lors qu'il est question d'interprétation, un nom s'impose, celui de François Génie. Et qui mieux que par son génie propre, Vincent Fauré. Si loin mais si proche. Vincent Fauré, qui, abolissant les distances géographiques, conceptuelles et affectives, nous conviera à cette halte herméneutique, en compagnie de celui qui, par ses méthodes d'interprétation, révolutionna les sources du droit privé positif. Il ne s'agissait plus alors d'interpréter le code civil, mais le droit civil. Voyez-vous, ce sont tous ces regards portés pendant un jour et demi par vous toutes et tous sur le futur titre 3 du livre 3 du Code civil qui justifie votre présence et la raison d'être de ce colloque. Savez-vous que l'un des sens du verbe regarder signifie faire un retour sur quelque chose de nouveau? Alors j'ai envie de vous dire avec le bibliste, souviens-toi de demain en guise d'ouverture de ce colloque. En effet, nous avons ici la puissante aspiration du futur, tout en intégrant les principes intemporels qui sculptent la grandeur et la beauté de notre humanité. C'est ce que l'on pourrait souffler à notre directeur de laboratoire et rapporteur de synthèse, l'indépassable Philippe Borin. Je vous remercie.